Bonjour à tous, je me présente de nouveau devant ma cheminée avec les décorations que vous apercevez un petit peu au-dessus de moi, les cafetières et les théières. Peut-être finalement ne suis-je qu'une vieille cafetière ou une vieille théière, ni plus ni moins, hein, mais je ne vais pas m'objectiser comme les pervers narcissiques l'ont souvent fait avec moi, et je vais vous parler d'un thème sérieux. Non pas en coach, parce que je n'aime pas tellement les coachs, vous l'aurez compris, ou au moins deviné, et je vais faire un peu de théorie, je vais revenir à des points théoriques importants, puisque je me suis perdu un peu dans les exemples anecdotiques avec mes, entre guillemets, pervers préférés. Et je vais me référer notamment à Marcel Grondin, qui est un psychologue comportementaliste québécois, qui résume le fonctionnement de la personne perverse narcissique en 20 points. Alors, il est vrai qu'au cours de mes études, on m'a seriné que le contexte dans lequel se trouvait une personne avait une grande influence sur son comportement. Et tout ce qui est psychologie différentielle, un peu, on va dire, en simplifiant à l'extrême, m'a toujours rebuté du fait de ce formatage que j'ai subi. J'ai eu pendant longtemps du mal à croire qu'une personne n'était pas fortement influencée par son contexte plutôt que par sa personnalité. Cela dit, à long terme, vivre dans un contexte déterminé va forger une personnalité, bien évidemment, j'imagine, en partie du moins. Et voilà, et donc effectivement, tout ce qui est psychologie liée à la personnalité, ce n'était pas mon truc, hein, j'étais formaté autrement. Et je me disais, ah ben, si telle personne agit ainsi, c'est à cause ou grâce à son contexte. Et chaque personne est différente en fonction du contexte. Moi, vous me voyez dans ce contexte, j'ai un comportement donné. Dans un autre contexte, peut-être que j'ai un autre comportement, une autre attitude. Cela dit, moi je pense qu'il y a quand même maintenant une forte incidence, importance de la personnalité. Même si ce que j'ai appris ou du moins interprété au cours de mes études, peut-être mal interprété, a également son importance. Hein, voilà. Donc, je vais passer en revue les 20 caractéristiques de Marcel Grondin en m'aidant de notes, puisqu'à mon âge, la mémoire, vous savez, elle flanche. Hein. Et j'assume pleinement ma vieillesse, et je crois qu'il faut que maintenant je m'habitue à être différent, à ne plus être celui qui pouvait se lancer dans n'importe quoi sans en subir de conséquences physiques. Voilà. Donc, la caractéristique numéro 1, c'est l'envahissement et la vampirisation d'autrui. Alors, le pervers narcissique, pour combler son vide intérieur, va envahir une personnalité autre. Il va envahir la victime, sa proie. Il envahit son espace personnel à cette victime, physiquement, par un flot de paroles, notamment par une communication particulière. Et rappelez-vous que je vous avais cité l'exemple d'un de mes pervers qui avait communiqué la chose suivante à une de mes presque amies, on va dire. C'est fou l'importance que peut avoir le poids de la parole. Il avait cité texto même des éléments psychologiques qui ont été cités par des psychologues ou dans des vidéos. Hein, c'est fou. Il est vraiment dans cette logique du pouvoir de la parole. Et le pervers nous attire aussi, nous envahissent par le biais de leur comportement non-verbal. Vous savez l'importance que peut avoir le non-verbal dans la communication. C'est même, disent certains, 80% de la communication. Si vous dites « je t'aime à la folie », on n'y croit pas, à moins que ça soit quelqu'un comme Droopy. Vous connaissez le chien Droopy des dessins animés? Là peut-être. Voilà, et donc il y a cet envahissement, moi ce que j'ai plus vécu, c'est l'envahissement du pervers par son comportement qui suscite notre interrogation, qui nous fait nous poser des questions. C'est surtout ça moi, que je remarque et que j'ai le plus subi. Voilà. Alors, il charme sa proie par son jeu de comédien. Alors, jeu de comédien parfois très mauvais d'ailleurs quand on y réfléchit. Hein. J'en pense à un en particulier qui peut-être me regarde. Mais en disant ça, j'attise son intérêt
et je le mets en valeur, même si je nourris finalement, même si je dis beaucoup de mal de lui, notamment de son teint plombé, que je n'ai pas encore, hein, malgré ma vieillesse. Moi je suis un peu plus jeune, il faut dire. Hein. Mais j'espère que j'aurai jamais ce teint plombé, pas avant 70 ans du moins, hein, j'espère. Parce que là je me suicide carrément. Là je ne pourrais pas survivre à ça. J'ai un côté Martine Carole, hein. Faut pas le... Bon. Louis de Funès aussi, mais bon, c'est les deux mélangés alternativement. Il a un comportement protecteur, bienveillant, poli, effectivement. On se sent, mais parfois tellement charmé qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il est gentil celui-là, mais qu'est-ce qu'elle est gentille cette femme, c'est incroyable. Alors, son moi s'adapte à l'environnement, c'est un véritable caméléon. Et son regard est celui d'un caméléon aussi, hein, comme ça. Et je l'ai observé il n'y a pas longtemps, c'est amusant, hein. Et c'est un vrai caméléon. Effectivement, il réagit différemment en fonction de la personne qui est en face de lui. J'ai entendu notamment un pervers parler foot à quelqu'un qui s'y passionnait, mais lui, la façon dont il en parlait démontrait qu'il ne s'y intéressait pas vraiment. D'ailleurs, un pervers, au fond, ne s'intéresse à rien, puisque toutes les activités auxquelles il s'intéresse sont des outils pour se valoriser, pour aussi avoir un impact sur une victime potentielle. Mais par contre, je reviens sur le thème de l'homosexualité. Je pense que beaucoup sont homo-refoulés et que ce n'est pas une volonté de s'adapter à nous, et en l'occurrence à moi. Ce n'est pas ça. J'ai l'impression que ce comportement, ils l'ont avec tout le monde, mais ils sont tout le temps comme ça. Je les ai toujours vus comme ça. Voilà. Et donc là, je mets ce côté-là à part, et là, ce n'est pas un caméléon dans ce cas précis. Mais pour tout le reste, si, hein. À la limite, j'aurais dit à mon pervers, enfin à mes pervers, que je m'intéresse à Martine Carole, au début de la relation, on se serait dit « Oh, j'adore cette actrice, j'ai vu tous ses films, je l'ai vue dans Madame de Maintenon, elle n'a jamais joué ce rôle d'ailleurs, bon bref, il m'aurait dit « Mais elle est formidable ». Bon. Alors, c'est quelqu'un qui n'a aucune spontanéité, c'est une coquille vide, il n'a aucune spontanéité effectivement, puisqu'il calcule tout le temps, Il note même sur des carnets, me disent certaines personnes qui mettent des commentaires sous mes vidéos, mais ils mémorisent, ils ont une mémoire prodigieuse, j'avais fait des vidéos là-dessus, sur leur mémoire, ils savent de combien de temps vous les avez connus, à quel moment vous avez prononcé telle parole. Le but, c'est de vous montrer que vous êtes important pour eux, vous donner cette illusion, et d'autre part, de vous coincer en cas de difficulté, en cas de problème, ils vous coincent. Tu as dit ça à tel moment. Ça peut être quelque chose de négatif qui ne peut nous échapper, on n'est pas parfait, nous, attention, hein. Voilà. Alors, souvent, d'ailleurs, nous ne sommes pas attirés par cette personne au début de la relation. Ça, c'est marrant, hein. Et même, c'est un dégoût, un rejet. Moi, le teint plombé de ce collègue, c'est dommage, parce qu'il était bien par ailleurs, hein. C'est vraiment un truc qui le plombe, on va dire. Moi, ça m'avait rebuté. Je me suis dit, oulala, je ne sais pas, il ne doit pas dormir ou il y a quelque chose, ce garçon. Hein. Et ça ne me plaisait pas, son regard aigriard à un moment donné qu'il avait comme ça. Ça ne me plaisait pas du tout, il n'est pas équilibré celui-là. Je ne prétends pas être très équilibré non plus, mais enfin tout de même, hein, j'ai des limites. Voilà, il ne nous plaît pas. Donc le pervers narcissique, c'est un prédateur qui utilise sa proie comme un outil, un ustensile, un marteau. On a besoin d'enfoncer un clou, on prend un marteau. Et ben voilà où on en est. Donc au début de la relation, pour nous séduire, ils vont nous abreuver de visites, de coups de fil, de messages téléphoniques, de mails, de remarques sous les vidéos. J'en n'en dis pas plus, vous en saurez davantage peut-être dans quelques temps. Oui. J'ai peut-être repéré une personne, mais j'en suis pas sûr, donc je ne veux pas me prononcer encore. Hein. Mais ça ne m'a rien fait du tout. Ça ne m'a rien fait du tout. Ça m'amusait, c'est tout. Hein. Donc il mobilise l'attention de la personne, nous fait vivre des moments d'exception. On se dit, mais c'est quasiment fusionnel, ils nous flattent, ils nous offrent des cadeaux parfois concrets, de l'argent, des biens matériels, ils vantent devant nous leur titre, leur mérite, leur titre de duc à brevet, ça n'existe plus, je sais, hein, mais c'est dommage. En fait, il est trop parfait pour être vrai. Il est trop beau, c'est trop beau pour être vrai, et bien, effectivement, c'est trop beau pour être vrai. Il ne supporte le pervers, pas la frustration non plus. Hein. Que dire d'autre? C'est qu'il jouit de notre souffrance.
évidemment. Et il semblerait que ce pervers se soit arrêté pour certains à l'âge de 2 ans, pour d'autres à l'âge de 4-5 ans, pour d'autres à la préadolescence, et qu'il n'aurait pas, comment dire, acquis des interdits, des limites. Voilà. Mais bon, c'est flou finalement à ce niveau-là. D'autres disent 2 ans, certains disent 2 ans, d'autres 4-5 ans, d'autres préadolescents, c'est-à-dire 10-11 ans, voire 12 ans. Donc le pervers hypnotise sa victime. Effectivement, on est fasciné, comme par un serpent ou une araignée venimeuse, par quelque chose qui est horrible, comme par la vue d'un tsunami. Moi, je veux dire que, même si je déplore les tsunamis, quand je vois des vidéos de tsunamis, je vois cette eau qui avance, je suis fasciné, et ça m'enlève tout jugement. Pendant un moment, je ne pense qu'à ça. Et c'est ça, en fait, le pervers. Il nous fascine, il nous hypnotise. Hein. Il crée des addictions psychiques, émotionnelles, émotives, relationnelles, affectives et même physiques, dans le cas sexuel parfois même. Hein. Et je dirais pour finir que ces propos un peu décousus, mais que des notes que j'ai prises qui me sont venues à l'issue de cette première remarque, je dirais que le pervers narcissique se situe dans une logique de guerre. Ça me fait toujours penser au roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Julien Sorel, qui finalement pour moi est une sorte de pervers narcissique qui va essayer de faire la guerre à l'image, à l'instar de Napoléon, dont il est amoureux finalement, et qu'il va essayer de conquérir la malheureuse Madame de Rênal. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère n'avoir pas été trop décousu ni trop bavard pour expliciter un peu ce premier point et donner quelques autres remarques un petit peu à bâton rompu. Merci et bonne journée, au revoir.